Bonjour et bienvenue dans ton nouveau cours de géographie. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème et étudier des espaces, souvent faiblement peuplés, où règnent de fortes contraintes naturelles. Tu vas donc pouvoir noter en rouge en haut de ta page le titre de ce nouveau chapitre. Thème 5, habiter un espace contraignant. Alors au cours de ce chapitre, nous tenterons de comprendre pourquoi ces espaces sont si contraignants, pourquoi ils sont si difficiles à habiter, comment ensuite les hommes sont parvenus à s'y adapter et à y survivre, et nous étudierons notamment les moyens mis en œuvre pour surmonter ces contraintes et parfois même les transformer en de véritables atouts. Alors comme d'habitude, il faut que tu réunisses ton cahier, tes stylos bleus et rouges et ta règle. Je te conseille évidemment d'imprimer aussi la leçon en format papier ainsi que les études de cas. Cette fois-ci, tu peux d'ailleurs effectuer ces études de cas avant d'étudier la leçon. Cela te permettra de te familiariser avec le vocabulaire technique. Tu es prêt? Alors c'est parti. Tu peux noter en grand 1 les hommes confrontés aux contraintes. Alors tu te souviens sans doute qu'en début d'année, lorsque nous avions évoqué la répartition de la population mondiale sur le globe, nous avions abordé cette notion de contrainte. Nous allons donc effectuer quelques petits rappels sur ces espaces contraignants. Tu peux d'ailleurs sauter une ligne d'abord pour noter la définition d'une contrainte naturelle. Une contrainte naturelle, c'est un élément naturel qui va rendre difficile la vie des hommes et leurs activités. C'est-à-dire que c'est un obstacle à l'installation des hommes. Tu peux appuyer sur pause pour pouvoir écrire correctement. Si tu regardes bien ces images, révisons un petit peu. En contemplant ces images, je suis sûr que tu as des exemples de contraintes qui te viennent en tête. Bien sûr, tu penses immédiatement à quoi? Au climat, c'est-à-dire au froid, à la chaleur, mais aussi au manque d'eau, c'est-à-dire la sécheresse, autrement appelée l'aridité. Alors bien sûr, il n'y a pas que cette contrainte, il y a aussi le relief, comme la pente ou l'altitude. Mais il ne faut pas oublier aussi que d'autres territoires, qui paraissent bien dotés, sont extrêmement isolés, comme les grandes forêts primaires, en Amazonie par exemple, ou bien les îles. Alors tu peux te reporter à la carte que nous avions vue en début d'année, et la plupart des contraintes naturelles y sont résumées. On y trouve des espaces où les densités de population sont très faibles, car la vie des hommes y est rendue difficile par la sécheresse, le froid, le relief accidenté ou une végétation trop abondante. Tu retrouveras cette carte d'ailleurs dans ton cours. Je te conseille de l'imprimer et de bien la connaître, car il m'arrivera très souvent de parler de tous ces lieux. Revenons tout d'abord au climat, qui peut devenir un obstacle majeur. Un excès de froid ou de chaud va rendre la vie très difficile. Et dans les déserts chauds et secs, comme dans le Sahara par exemple, eh bien l'agriculture est quasiment impossible, faute de quantité d'eau suffisante. L'aridité, l'absence de végétation rendent la vie quasiment impossible, que ce soit dans les déserts de pierre, qu'on appelle les regs, ou dans les déserts de sable, qu'on appelle l'erg. Tu retrouveras ces deux mots très importants dans l'étude de cas numéro 1. Alors si nous regardons la carte de début d'année, eh bien on peut se rappeler les différents déserts chauds et secs, notamment le Sahara, le plus grand désert du monde, mais également l'Arabie, le désert australien, ainsi que le Kalahari, l'Atacama ou le désert Morave. Alors rien de mieux qu'un petit graphique ombrothermique pour étudier un climat, et évidemment sur ce graphique, le climat aride apparaît à l'œil nu. Quel est le mois le plus pluvieux selon toi d'après ce graphique? Bien évidemment, il s'agit du mois d'août avec 11 mm de pluie. Alors ne te fie pas à ce grand bâton bleu au milieu du graphique. Cela ne veut pas dire qu'il a plu beaucoup. 11 mm de pluie, c'est extrêmement peu. Ça correspond à 1,1 cm d'eau. Les 3 autres mois autour du mois d'août, le mois de juin, le mois de juillet et le mois de septembre, ne permettent d'obtenir que 2 mm de pluie au maximum, ce qui veut dire que le territoire de Faya-Largeau au Tchad ne bénéficie que de très très peu d'eau au cours d'une année. C'est donc un climat extrêmement aride puisque la chaleur, quant à elle, est constante. Les températures moyennes et à l'ombre sont toujours au-dessus de 20 degrés et peuvent même aller au-delà de 35 degrés en moyenne. Ce qui veut dire que parfois on assiste à des pics de 60 degrés
à l'ombre à certains moments de la journée. Autre contrainte climatique, c'est le climat froid, au contraire, le climat polaire, qui empêche lui aussi de cultiver et de vivre correctement. La terre est gelée une grande partie de l'année, la végétation, quand il y en a, est rase, comme dans la toundra, ou bien elle est totalement inexistante. Les étendues d'eau sont recouvertes pour la plupart par la banquise et les cultures sont donc quasiment impossibles, les déplacements très limités par la neige et les tempêtes fréquentes. Rappelons sur cette carte les différents espaces contraignants par leur climat polaire. Il s'agit notamment de tous les territoires de l'hémisphère nord, comme l'Alaska, le Grand Nord canadien, le Groenland ou la Sibérie, ainsi dans l'hémisphère sud que l'Antarctique, qui lui est complètement inhabité. Si l'on étudie ce graphique, on s'aperçoit en effet que les températures sont la plupart du temps négatives, la courbe des températures est donc en rouge. On s'aperçoit que, à part quelques mois de l'année où la température peut se situer au-dessus de 0, le reste du temps, les températures sont négatives et peuvent environner les -20 et parfois avoir des pics de -30. Les précipitations, quant à elles, ne sont pas extrêmement élevées et de toute façon, l'essentiel des précipitations se fait sous forme de neige. Alors avec le relief, d'autres obstacles surviennent, les pentes raides rendent l'agriculture difficile et plus pénible, l'utilisation de machines agricoles, comme tu peux le voir sur les images, est absolument impossible puisque la pente est bien trop raide, et même se déplacer, transporter des marchandises devient délicat et parfois dangereux, tout se fait à main d'homme et à dos d'homme. En altitude, les températures en plus baissent au fur et à mesure que l'on monte. Le rayonnement du soleil, plus proche, va se montrer aussi plus agressif, l'oxygène devient de plus en plus rare et va rendre chaque effort plus pénible. Donc tout cela fait que le relief est une contrainte assez compliquée à surmonter. Alors attention cependant à relativiser le poids de cette contrainte, car il existe des montagnes assez peuplées, voire très peuplées, comme la cordillère des Andes, qui servait par exemple de refuge aux habitants. N'oublions pas que la capitale du Mexique, Mexico, se trouve à 2200 mètres d'altitude, et encore plus haut, La Paz, capitale économique de la Bolivie, se trouve à 3600 mètres d'altitude, c'est la capitale la plus haute du monde. Donc, la montagne n'est pas forcément synonyme de désert humain, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si son milieu est plus contraignant. Troisième contrainte, l'isolement. Alors l'isolement peut se trouver dans plein de cas de figure, il peut s'expliquer de différentes manières, par une végétation trop dense, par exemple dans les forêts primaires d'Amazonie ou du Congo, soit par un fort éloignement, comme les îles du Pacifique, les atolls, ou bien dans les montagnes, les villages d'altitude, les vallées fermées, très difficilement accessibles. Donc cet isolement va rendre l'accès aux ressources alimentaires et technologiques compliqué, car les déplacements vont être longs et difficiles, il va être compliqué de s'approvisionner, de rejoindre les écoles ou les hôpitaux. Cet isolement peut être permanent, quand on est sur une île, on est toujours éloigné du continent, dans une oasis aussi, ou bien c'est un isolement saisonnier, comme dans certaines vallées de haute montagne qui ne sont accessibles qu'en été lorsque la neige a disparu. Alors pour résumer tout cela, on peut dire et écrire dans le cahier que les hommes sont présents dans des espaces à fortes contraintes naturelles, les climats aux températures extrêmes ainsi que l'aridité empêchent l'agriculture et compliquent la vie des habitants, le relief, trop élevé ou trop accidenté, limite les déplacements et les cultures. Enfin, l'isolement rend difficile l'accès aux ressources et aux services. Tu peux sauter une ligne et noter la définition du mot aridité. L'aridité, c'est la sécheresse importante que l'on nomme ainsi quand les précipitations annuelles sont inférieures à 200 mm d'eau par an. Ce qui veut dire que ce sont vraiment des précipitations extrêmement faibles.
Pour terminer cette première partie, je te propose un petit schéma que tu trouveras dans ta leçon à imprimer, mais si tu te sens une âme d'artiste, n'hésite pas à prendre ton crayon à papier et tes crayons de couleur afin de le reproduire sur ton cahier. C'est une autre manière d'apprendre ta leçon en faisant une petite carte mentale. Tu prends une règle et un crayon et tu traces 3 rectangles verticaux en notant bien les 3 grandes contraintes, le climat, le relief et l'isolement. Alors pour le climat, tu noteras que les températures sont extrêmes, froid ou chaleur, une sécheresse importante et une forte humidité aussi parfois. Nous ne l'avons pas forcément noté, mais dans les forêts équatoriales, c'est une véritable contrainte. La deuxième grande contrainte, c'est le relief, avec notamment l'altitude, la pente, mais aussi l'oxygène plus rare et le soleil plus proche. La troisième grande contrainte est l'isolement. Il s'agit d'un accès difficile aux ressources, l'eau, la nourriture, mais aussi un accès difficile aux services, les soins, les écoles. Voilà, cette première partie était une sorte de rappel de ce que nous avions un petit peu évoqué en début d'année. Nous allons passer par la suite à une seconde partie qui va essayer de comprendre comment les hommes, cette fois-ci, s'adaptent et surmontent les différentes contraintes que nous venons de citer. Je te dis à la prochaine fois en te souhaitant bon courage et bon travail.